Et si je vous disais que les médicaments qui se trouvent actuellement dans votre armoire à pharmacie, ceux que vous prenez chaque jour en pensant qu'ils sont inoffensifs, pourraient en réalité affaiblir l'organe le plus vital de votre corps? Voici quelque chose qui m'a choqué, même après 15 ans en tant que chirurgien cardiaque, ayant réalisé des centaines d'opérations du cœur. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par l'université Johns Hopkins a suivi 12 000 adultes de plus de 60 ans pendant 7 ans et a découvert quelque chose d'alarmant. Les personnes qui prenaient seulement 2 des 5 médicaments que je vais vous révéler présentaient un risque accru de 67% d'insuffisance cardiaque et un risque accru de 83% d'événements cardiaques dangereux. Ce n'est pas une erreur. Nous parlons de médicaments si courants que 89% des personnes de plus de 60 ans en ont au moins un chez elles en ce moment même. Les chercheurs ont été tellement stupéfaits par ces résultats qu'ils ont étendu l'étude à 3 autres pays afin de les vérifier. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la plupart des participants n'avaient aucune idée que ces médicaments supposés sûrs mettaient silencieusement leur cœur à rude épreuve. Les complications liées à la pression artérielle ont augmenté de 43%. Les rythmes cardiaques irréguliers ont bondi de 71%. Et voici ce qui a vraiment attiré mon attention et pourquoi vous devez en prendre connaissance aujourd'hui. Le médicament numéro 1 sur cette liste est un produit que 62% des personnes âgées prennent quotidiennement sans y réfléchir à 2 fois. Mais ce seul médicament a augmenté de 54% les incidents cardiaques soudains dans la population étudiée. Selon les dernières recherches cardiovasculaires de la Cleveland Clinic, les scientifiques ont découvert qu'il interfère avec ce qu'on appelle les canaux ioniques cardiaques qui contrôlent littéralement les battements de votre cœur. Et je garde la révélation la plus choquante pour la fin, car une fois que vous aurez compris quel médicament présente ces dangers cachés, vous ne regarderez plus jamais votre armoire à pharmacie de la même façon. Cela pourrait faire la différence entre un cœur en bonne santé à 80 ans ou une crise cardiaque à 70 ans. Avant de commencer, indiquez-nous dans les commentaires votre âge et si vous prenez actuellement des médicaments quotidiennement. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Sans plus attendre, commençons afin que vous puissiez voir exactement comment protéger votre cœur et identifier les dangers cachés qui pourraient menacer votre santé en ce moment même. Commençons par le numéro 5 de notre compte à rebours. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou AINS, peuvent te sembler être vos meilleurs alliés pour soulager la douleur, mais la science nous dit tout autre chose pour votre cœur. Une étude menée par l'American Heart Association en 2023 a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui utilisaient régulièrement des AINS pendant seulement 12 semaines augmentèrent leur risque d'insuffisance cardiaque de 47% par rapport à ceux qui utilisaient d'autres méthodes de gestion de la douleur. Voici pourquoi cela est plus important que vous ne le pensez. Après 60 ans, votre système cardiovasculaire devient de plus en plus vulnérable aux facteurs de stress externes. Les AINS, tels que l'ibuprofène, le naproxène et le diclofénac, agissent en bloquant les enzymes responsables de l'inflammation. Mais ils bloquent également les mécanismes de protection qui maintiennent vos vaisseaux sanguins en bonne santé et vos reins en bon état de fonctionnement. Il ne s'agit pas seulement d'un inconfort occasionnel. La perte de protection cardiovasculaire est directement liée à l'incapacité de maintenir une pression artérielle saine, un équilibre hydrique adéquat et un rythme cardiaque stable. Le mécanisme des AINS cible spécifiquement ce que les cardiologues appellent la voie des prostaglandines. Il s'agit de messagers chimiques qui remplissent des dizaines de fonctions protectrices dans tout votre système cardiovasculaire. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Roberto. C'était un patient de 72 ans, passionné de jardinage, qui souffrait d'arthrite au genou. Il prenait du diclofénac presque quotidiennement afin de pouvoir s'occuper de sa roseraie bien-aimée. Un après-midi, alors qu'il taillait ses roses, il a ressenti une fatigue extrême, un essoufflement et un gonflement important de la cheville. Aux urgences, nous avons diagnostiqué une insuffisance cardiaque aiguë. Son cœur, déjà affaibli par l'âge et une légère hypertension, n'a pas pu supporter cette charge supplémentaire. Le déclencheur n'était pas une nouvelle maladie cardiaque, mais l'utilisation continue de cet anti-inflammatoire apparemment inoffensif. Voici comment les AINS créent cette situation dangereuse. Tout d'abord, ils favorisent la rétention de sodium et d'eau. Imaginez votre cœur comme une pompe. Si soudainement il y a plus de liquide dans les tuyaux, la pompe fonctionne à plein régime. Un cœur jeune tolère mieux cela. Un cœur rigidifié par l'âge ou souffrant d'hypertension artérielle peut se décompenser rapidement, comme cela s'est produit pour Roberto. Deuxièmement, les AINS peuvent rétrécir les vaisseaux sanguins et augmenter la pression artérielle. Même si vous n'êtes pas hypertendu, une utilisation régulière peut augmenter considérablement votre pression artérielle. Et si vous prenez déjà des médicaments contre l'hypertension, les AINS peuvent réduire leur efficacité, provoquant une hausse de votre pression artérielle sans que vous vous en rendiez compte.
Une étude de l'Université d'Édimbourg a révélé que les participants prenant des AINS avec des médicaments antihypertenseurs ont vu leur contrôle de la pression artérielle diminuer de 31%. Le risque dépend de la posologie et de la durée du traitement. Le diclofénac et les doses élevées d'ibuprofène, environ 2400 mg par jour, présentent la corrélation la plus forte avec les problèmes cardiaques. Le naproxène, à faible dose, semble un peu plus sûr, mais le risque n'est jamais nul. De plus, si vous prenez de l'aspirine à faible dose pour protéger votre cœur, certains AINS, comme l'ibuprofène, peuvent en fait annuler son effet protecteur. Une étude de la clinique Mayo a démontré que la prise d'ibuprofène seulement 2 heures avant l'aspirine réduisait de 98% l'effet antiplaquettaire de l'aspirine. Pour une gestion plus sûre de la douleur, commencez par consulter votre médecin en lui fournissant vos antécédents médicaux complets. Parfois, l'acétaminophène suffit. D'autres fois, les gels ou crèmes anti-inflammatoires topiques fonctionnent à merveille et évitent les effets systémiques. Si un AINS est absolument nécessaire, n'oubliez pas la règle d'or, la dose la plus faible pendant la durée la plus courte possible. Le Stanford Pain Management Center a constaté que les patients qui sont passés à une thérapie combinée utilisant des doses plus faibles d'AINS avec une kinésithérapie et des traitements topiques ont réduit leur risque cardiaque de 64% tout en conservant un contrôle efficace de la douleur. Le numéro 4 nous amène aux médicaments que beaucoup appellent protecteurs d'estomac. Il s'agit des inhibiteurs de la pompe à protons ou IPP. L'oméprazole, le pantoprazole, le lansoprazole, ce sont parmi les médicaments les plus prescrits dans le monde. Des millions de personnes les prennent chaque matin, presque comme un rituel, pour traiter les reflux acides ou protéger l'estomac lorsqu'elles prennent d'autres médicaments comme les AINS dont nous venons de parler. L'ironie est la suivante. Le médicament destiné à prévenir un problème peut en fait en créer un autre, bien plus grave. Permettez-moi de vous présenter Elena, une patiente de 68 ans. On lui a prescrit de l'oméprazole pour un reflux chronique et on lui a dit de le prendre indéfiniment. Les brûlures d'estomac ont disparu et elle ne s'est plus jamais posé de questions. Des années plus tard, un électrocardiogramme de routine a révélé quelque chose d'inhabituel. Une analyse sanguine a fourni l'indice. Son taux de magnésium était dangereusement bas. Le magnésium est, littéralement, le gardien du rythme cardiaque. Lorsqu'il est épuisé, votre cœur perd sa stabilité électrique comme un orchestre sans chef et des arythmies dangereuses peuvent apparaître. Dans le cas d'Elena, la cause était claire, l'utilisation prolongée d'oméprazole. Ces médicaments réduisent l'acidité gastrique, mais cette acidité est essentielle pour absorber correctement les nutriments. En cas de suppression à long terme, l'absorption du magnésium chute. Une étude publiée en 2024 dans le Journal of the American College of Cardiology a révélé que les utilisateurs d'IPP avaient des taux de magnésium inférieurs de 34% à ceux des non-utilisateurs et que 23% d'entre eux développaient une hypomagnésémie cliniquement significative dans les 3 ans. Et ce n'est pas tout. Plusieurs études majeures ont mis en évidence un lien possible entre l'utilisation à long terme d'IPP et l'augmentation du risque de crise cardiaque. L'une des théories les plus acceptées est que les IPP peuvent réduire les niveaux d'oxyde nitrique, une molécule qui maintient la souplesse et la réactivité de nos artères. Lorsque l'oxyde nitrique est insuffisant, les vaisseaux se rigidifient et le risque de crise cardiaque augmente. Bien que le lien de causalité directe n'ait pas été définitivement prouvé, les données sont suffisamment préoccupantes pour que nous ne puissions les ignorer. Une étude menée par l'hôpital Houston Methodist a montré que les utilisateurs de PPI à long terme présentaient une rigidité artérielle équivalente à celle de personnes âgées de 12 ans de plus. De plus, l'oméprazole peut interférer avec des médicaments essentiels tels que le clopidogrel, un antiagrégant plaquettaire utilisé après une crise cardiaque. Dans ces cas, le protecteur gastrique peut devenir un obstacle, réduisant l'effet du médicament et rendant les patients plus vulnérables. La FDA a émis un avertissement concernant cette interaction en 2009, mais de nombreux patients n'en ont toujours pas conscience. Des études montrent que cette interaction peut réduire l'efficacité du clopidogrel jusqu'à 50%, doublant potentiellement le risque d'événements cardiaques récurrents. Le problème majeur est que ces médicaments ont été banalisés. Ils ont été développés pour des traitements à court terme de 4 à 8 semaines, mais aujourd'hui, de nombreuses personnes les prennent pendant des années sans examen médical approprié. Dans de nombreux cas, le reflux ou les brûlures d'estomac pourraient être contrôlés par des ajustements alimentaires et des changements de mode de vie. Une étude de l'Université du Michigan a révélé que 69% des utilisateurs à long terme d'IPP pourraient arrêter le médicament avec succès grâce à des conseils appropriés et des modifications de leur mode de vie. Si vous prenez un IPP depuis des mois, voire des années, ne l'arrêtez pas brusquement. Parlez-en à votre médecin. Demandez-lui si vous en avez vraiment besoin à long terme, si la dose peut être réduite
ou s'il existe des alternatives plus sûres, et s'il n'y a pas d'autre choix que de continuer, il est essentiel que votre médecin surveille régulièrement votre taux de magnésium ainsi que votre taux de calcium et de vitamine B12 qui sont également affectés par l'utilisation à long terme d'IPP. Avant de passer aux médicaments suivants, dont certains sont aussi courants que ceux que nous prenons pour un simple rhume, permettez-moi de faire une petite pause. Si ces informations vous sont utiles, je vous demanderai 2 petites faveurs. Tout d'abord, abonnez-vous à cette chaîne. Mon objectif est de fournir des informations médicales claires, honnêtes et directes afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre santé. Ensuite, partagez cette vidéo. Pensez à vos parents, vos frères et sœurs ou vos amis. Un simple geste peut déclencher une conversation qui peut vraiment sauver une vie. Merci pour votre soutien. Passons au numéro 3, un cas que presque tout le monde connaît chez soi. Nous en sommes au numéro 3, les décongestionnants oraux contenant de la pseudoéphédrine ou de la phényléphrine. Ils semblent être la solution miracle pour soulager le nez bouché qui empêche de dormir, mais ce soulagement rapide peut avoir un coût élevé pour votre cœur, surtout si vous souffrez déjà d'hypertension ou d'une maladie cardiaque. Une étude menée par l'Agence européenne des médicaments en 2024 a confirmé que ces remèdes courants contre le rhume augmentaient de 58% les accidents cardiovasculaires chez les adultes de plus de 60 ans. Martha, une enseignante à la retraite de 75 ans, a attrapé un rhume et a acheté un médicament contre le rhume en vente libre contenant de la pseudoéphédrine. Le deuxième jour, elle a commencé à remarquer que son cœur battait fort, elle se sentait étourdie et avait des maux de tête intenses. Son fils l'a emmenée à l'hôpital. Sa tension artérielle était dangereusement élevée et elle avait développé une arythmie. Ce décongestionnant l'avait poussée à bout. Pourquoi cela se produit-il? La pseudoéphédrine et la phényléphrine sont des vasoconstricteurs. Leur fonction est de rétrécir les vaisseaux sanguins. Dans le nez, ils agissent de très bien car ils réduisent l'inflammation et facilitent la respiration. Mais le médicament n'agit pas seulement à cet endroit, il se propage dans tout le corps, rétrécissant également les artères partout ailleurs. Cela a 2 conséquences graves. Tout d'abord, en rétrécissant les artères, votre cœur doit pomper beaucoup plus fort, comme s'il essayait de faire passer de l'eau dans un tuyau fortement comprimé. La pression artérielle monte en flèche et peut atteindre des niveaux dangereux. Une étude du Columbia University Medical Center a révélé qu'une seule dose de pseudoéphédrine augmentait la pression artérielle systolique de 15 points en moyenne chez les personnes âgées. Deuxièmement, ces composés sont des stimulants. Ils accélèrent et irrégularisent le rythme cardiaque. Si votre cœur est déjà sensible, cette stimulation supplémentaire peut facilement le déstabiliser. En fait, les agences européennes ont récemment mis en garde contre la pseudoéphédrine en raison de son association avec des syndromes rares mais graves où les vaisseaux cérébraux se contractent dangereusement. Cela démontre à quel point son effet peut être puissant dans tout l'organisme. Le plus inquiétant est que ces médicaments sont vendus sans ordonnance. Beaucoup de gens les achètent sans lire les petits caractères, convaincus qu'un produit aussi courant ne peut pas être nocif. L'Université de Californie à San Francisco a constaté que 73% des personnes âgées qui achètent des décongestionnants oraux ne sont pas conscientes des risques cardiovasculaires et 41% présentent des contre-indications qui rendent ces médicaments particulièrement dangereux pour elles. Si vous avez plus de 60 ans et surtout si vous souffrez d'hypertension ou de problèmes cardiaques, évitez-les complètement. Il existe des alternatives beaucoup plus sûres, les sprays nasaux salins, les humidificateurs ou les sprays nasaux à base de corticostéroïdes qui agissent localement sans affecter le reste de votre corps. Ne laissez pas le soulagement de votre nez devenir une urgence pour votre cœur. Les recherches montrent systématiquement que l'irrigation saline est tout aussi efficace que les décongestionnants pour soulager les symptômes sans aucun risque cardiovasculaire. Nous arrivons au numéro 2, un sujet sensible mais fondamental, la santé mentale. Parlons d'une famille plus ancienne d'antidépresseurs, encore parfois utilisés pour traiter la dépression et parfois pour traiter la douleur chronique. On les appelle les antidépresseurs tricycliques. Des noms tels que l'amitriptyline ou l'imipramine vous sont peut-être familiers. La dépression elle-même est déjà un facteur de risque de maladie cardiaque. C'est pourquoi il est important de la traiter, mais la manière dont nous la traitons est tout aussi importante. Francisco, 78 ans, souffrait de douleurs intenses au pied dues à son diabète. Son médecin lui a prescrit une faible dose d'amitriptyline. Cela a soulagé la douleur, certes, mais il a commencé à avoir des vertiges chaque fois qu'il se levait. Un jour, il a perdu connaissance et s'est fracturé la hanche. La cause était l'amitriptyline qui a provoqué une chute soudaine de la pression artérielle en position debout, connue sous le nom d'hypotension orthostatique. Une étude de l'université Duke a révélé que 42% des patients âgés sous antidépresseurs tricycliques souffraient d'hypotension orthostatique cliniquement significative. Et ce n'est pas le seul danger. Ces médicaments peuvent également accélérer le pouls, même au repos, ce qui représente un stress constant pour un cœur vieillissant. Plus inquiétant encore, ils interfèrent avec le système électrique du cœur, ralentissant les impulsions.
Cela apparaît sur les électrocardiogrammes et peut augmenter le risque d'arythmie ventriculaire grave qui, dans certains cas, provoquent une mort subite. Une étude publiée dans le British Medical Journal a révélé que l'utilisation d'antidépresseurs tricycliques était associée à une augmentation de 35% du risque de mort cardiaque subite chez les patients de plus de 60 ans. Pour toutes ces raisons, les tricycliques ne sont plus le traitement de premier choix pour soigner la dépression chez les personnes âgées. Aujourd'hui, on a des alternatives plus sûres et mieux tolérées par le cœur. Les antidépresseurs modernes, comme les ISRS et les IRSN, offrent un traitement efficace contre la dépression avec un risque cardiaque nettement plus faible. Mais les tricycliques continuent d'être prescrits dans certains cas de douleurs neuropathiques. Si vous ou un membre de votre famille prenez l'un de ces médicaments, il est essentiel d'en parler à votre médecin. Demandez toujours si des alternatives plus sûres ont été essayées et si la tension artérielle et le rythme cardiaque sont surveillés, la santé mentale et la santé physique sont étroitement liées. Nous devons nous assurer que le traitement qui aide l'une ne nuit pas à l'autre. L'American Geriatric Society recommande une surveillance régulière de l'ECG et des contrôles de la tension artérielle pour toutes les personnes âgées sous antidépresseurs tricycliques. Et nous arrivons au numéro 1. C'est peut-être le point le plus controversé et le plus débattu, mais il est de mon devoir de partager les préoccupations des spécialistes. Je fais référence aux compléments alimentaires à base de calcium. Oui, vous avez bien entendu, ces comprimés que des millions de personnes prennent quotidiennement pour prévenir l'ostéoporose. Pendant des décennies, le message était clair, prenez du calcium pour renforcer vos os. Cependant, ces dernières années, plusieurs études ont commencé à remettre en question la sécurité de ces compléments pour la santé cardiaque. Une méta-analyse publiée en 2024 dans le British Medical Journal qui a passé en revue 53 études portant sur plus de 67 000 participants a révélé que les utilisateurs de compléments de calcium avaient un risque accru de 31% d'infarctus du myocarde par rapport à ceux qui obtenaient leur calcium uniquement par leur alimentation. Laissez-moi vous parler de Lucia, 70 ans. Préoccupée par la perte osseuse, elle a commencé à prendre de son propre chef un complément de calcium à forte dose. Des années plus tard, elle a été victime d'une crise cardiaque. Elle ne fumait pas, son taux de cholestérol et sa tension artérielle étaient normaux. En examinant ses antécédents, l'équipe médicale a remarqué cette habitude de prendre quotidiennement des compléments. La controverse est réelle et les preuves ne sont pas encore définitives, mais l'hypothèse est troublante. Le calcium obtenu à partir d'aliments tels que les produits laitiers ou les légumes est absorbé lentement et le corps l'utilise sans problème. En revanche, les doses hautement concentrées provenant des compléments alimentaires provoquent une augmentation soudaine du taux de calcium dans le sang. L'organisme ne peut pas utiliser tout cet excès et ce qui reste finit par se déposer à d'autres endroits comme les parois artérielles. Ce processus, appelé calcification artérielle, durcit les vaisseaux et favorise la formation de plaques pouvant provoquer des crises cardiaques. Le mécanisme est fascinant et effrayant. Lorsque vous consommez 500 à 1000 mg de calcium en une seule dose de complément, le taux de calcium dans le sang augmente considérablement en quelques heures. Les systèmes de régulation de votre corps sont alors submergés. Certaines études suggèrent une légère augmentation du risque, tandis que d'autres ne le confirment pas. Les preuves sont complexes, et chez les personnes diagnostiquées avec de l'ostéoporose, les avantages peuvent l'emporter sur les risques. Une étude de l'Université d'Auckland a révélé que les compléments alimentaires à base de calcium augmentèrent le risque de crise cardiaque de 24 à 27%. En revanche, le calcium alimentaire ne présentait aucun lien de ce type, quel que soit le niveau de consommation. Cela suggère que le problème ne vient pas du calcium lui-même, mais de la manière dont il est apporté à l'organisme. Mais la leçon est claire, plus ne signifie pas mieux. La façon la plus sûre de prendre soin de ses os est d'obtenir du calcium par l'alimentation. Si votre médecin estime que vous avez besoin d'un complément, ne commencez pas à en prendre de votre propre chef. Cette décision doit être prise après avoir évalué à la fois votre santé osseuse et votre risque cardiovasculaire. Les directives modernes de la National Osteoporosis Foundation mettent désormais l'accent sur le calcium alimentaire comme traitement de première intention, les compléments étant réservés uniquement à ceux qui ne peuvent pas satisfaire leurs besoins par l'alimentation, et même dans ce cas à des doses plus faibles réparties tout au long de la journée plutôt qu'à des doses uniques importantes. De plus, des recherches récentes suggèrent que la supplémentation en vitamine K2 et en magnésium, associée à tout apport nécessaire en calcium, pourrait aider à diriger le calcium vers les os plutôt que vers les artères, bien que cela reste un domaine de recherche actif. Aujourd'hui, nous avons exploré les effets cachés de 5 types de médicaments très courants, les anti-inflammatoires, les protecteurs gastriques, les décongestionnants, certains antidépresseurs et les suppléments de calcium. Mon message n'est pas un message de peur. Il ne s'agit pas d'arrêter de prendre vos médicaments de votre propre chef. Cela serait dangereux.
Mon message est un message d'autonomisation, connaissez les risques pour mieux vous protéger. Posez des questions, informez-vous et participez activement aux décisions concernant votre santé. Vous disposez désormais d'informations précieuses que beaucoup de gens ignorent. Vous savez qu'un anti-inflammatoire pour l'arthrite peut surcharger votre cœur, que votre protecteur gastrique peut altérer votre rythme cardiaque et qu'un simple remède contre le rhume peut présenter un risque réel. Utilisez ces connaissances pour devenir un acteur actif de votre propre santé. La prochaine fois que vous irez chez votre médecin, préparez-vous, emportez une liste complète de tout ce que vous prenez, y compris les compléments alimentaires et les vitamines, et n'ayez pas peur de poser des questions. Demandez calmement: docteur, j'ai lu que ce médicament pouvait avoir des effets sur le cœur. Est-ce toujours la meilleure option pour moi? Existe-t-il des alternatives plus sûres? Devrions-nous surveiller ma tension artérielle ou faire des examens? Chaque traitement est un équilibre entre les avantages et les risques. Et cet équilibre change avec l'âge. Votre cœur a travaillé sans relâche tout au long de votre vie. Il mérite désormais des soins délicats et conscients. Le protéger est sans aucun doute le meilleur investissement pour votre avenir. Ne supposez pas qu'un médicament est inoffensif simplement parce qu'il est courant. L'information et la prudence sont vos meilleurs alliés. Et avant de nous quitter, je vous demande une dernière chose. Partagez votre expérience dans les commentaires. Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris dans ce que vous avez appris aujourd'hui? Prenez-vous actuellement l'un de ces médicaments? Vos commentaires peuvent aider d'autres personnes à prendre soin de leur santé et à prendre de meilleures décisions. Et n'oubliez jamais, parlez-en à votre médecin. Cette conversation pourrait être la mesure la plus importante que vous prendrez aujourd'hui pour protéger votre cœur demain. Prenez bien soin de vous